Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, on vous a surnommé l'ange vert et pas seulement à cause de la couleur de votre maillot. Vous êtes devenu et vous êtes resté une légende du football sans jamais brûler vos ailes. Votre éthique y est sans doute pour beaucoup. Vous l'évoquez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Dominique Rocheteau. Bonjour. Alors ce livre, c'est Foot Sentimental au Cherche-Midi. Un livre de mémoire, mais aussi un livre de réflexion sur le football dont on parle beaucoup. Et vous avez un parcours exceptionnel qu'on va évoquer à travers ce livre et à travers les clés d'une vie, à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, Dominique Rocheteau, c'est le 1er janvier 1970. Votre première télé, c'est un extrait du journal télévisé Centre où on découvre un entraînement en salle des joueurs et vous avez un ballon à la main et vous êtes junior à La Rochelle. Vous vous souvenez de cette télé ? Bah non, pas du tout. Eh ben voilà. Je suis désolé, mais... Voilà. Non, mais on vous 70, oui, j'ai 15 ans. 70, j'ai 15 ans, je joue à La Rochelle, effectivement. Et c'est l'année où je pars. Après, à la fin de saison, je pars à Saint-Étienne. Voilà. Et le journal télévisé est venu filmer les jeunes qui ont de l'espoir et vous êtes dedans. Et vous lancez le ballon à la main, vous le rattrapez sans arrêt à la main. D'accord. C'est un entraînement. Bon. Alors, vous êtes à l'époque junior à La Rochelle, mais vous êtes né à Saintes et vous avez grandi à Étaules, en Charente-Maritime. C'est un petit port, je crois, Étaules. Alors, Étaules, ça fait partie des petits ports, oui, de ostréicoles, je dirais, parce que c'est l'ostréiculture là-bas qui prime. Et donc, c'est un tout petit village dans le bassin de Marennes-Oléron. C'était une presqu'île, d'ailleurs. On parle de la presqu'île d'Étaules. Voilà, et c'est un village, je dirais, assez protestant, parce que toute la région et toute cette région était assez protestante bien avant. Oui, d'ailleurs, la majorité des habitants sont protestants. Et Étaules a été au 19e siècle la dernière ville à ne pas avoir de temple protestant. Ça a fini par s'arranger. Ah bah oui, parce que tous les villages ont leur temple et Étaules a également un temple. Voilà. Et moi j'étais issu d'une famille justement où ma mère était catholique et mon père protestant. Voilà. Et la spécialité de la région, eh bien, le chanson Bufflioré, un groupe l'a interprété. Chanson qui s'appelle Les Huîtres. Ah bon ? Oui, d'accord. C'est la seule chanson qui existe. Chanson plus Bufflioré, c'est un groupe qui était un peu la relève des frères Jacques, qui avait eu du succès. Et ils ont fait cette chanson. Mais c'est un groupe charentais ou un groupe français. Oui, groupe français, d'accord. Groupe français, non. Mais les Huîtres, il y en a ailleurs. Oui, mais quand même, notre région, voilà, je suis un petit peu chauvin, c'est quand même 70% de la production en France. Voilà. Et je crois qu'il y a vos deux grands-pères étaient ostréiculteurs, Dominique Rocheteau. Oui, mes deux grands-pères et arrière-grands-pères. Enfin bon, c'est un métier qui se transmet de père en fils, de façon comme le métier de pêcheur ou le métier d'agriculteur. Donc mon grand-père, mon père et mes oncles. Et puis ensuite, c'est mon frère qui a repris la relève. J'aurais peut-être pu la reprendre si j'avais pas été footballeur. Et puis maintenant, c'est mon neveu. Donc voilà, c'est vraiment des histoires de famille. Ouais. Et c'est un métier difficile parce qu'il faut travailler au rythme des marées dans l'eau glaciale. Voilà, c'est ça. Même si ça a évolué quand même, mais c'est pas. Il faut quand même aller l'hiver. Il faut aller chercher les huîtres dans le bassin de Marennes. C'est des parcs à huîtres qui sont en pleine mer. Et donc on part en bateau. Et moi, ça fait partie de mes beaux souvenirs. Alors moi, j'ai touché un petit peu à la sculpture, mais c'était plutôt l'été. Je partais l'été avec mon père sur le bateau, et j'adorais ça parce qu'on partait toute la journée et on allait voir les huîtres, et les travailler aussi. Mais c'est un métier quand même qui a évolué, heureusement. À l'époque, d'ailleurs, vous pêchiez surtout des crabes et des palourdes, je crois, Dominique Rocheteau. Oui, moi, ça m'intéressait pas trop les huîtres. Et le bateau familial, c'était le Mambo. Voilà, c'est ça, le Mambo, oui. C'était un petit bateau ? Ah, c'était un bateau on peut le comparer à des bateaux, des petits chalutiers. C'était des petits chalutiers. Maintenant, pareil, ça a évolué. C'est des bateaux plats parce que c'est plus pratique, qui sont moins beaux. Alors qu'avant, c'était des petits chalutiers. Et c'était quand même, c'était beau sur l'eau. C'était sympa, quoi. Oui. Et vous connaissiez le Fort Boyard en un temps où personne n'en parlait. Nous, on allait à Fort Boyard. On avait des parcs à huîtres près de Fort Boyard, près de l'île d'Aix aussi. Partait pendant toute la journée. Il fallait 2 heures, 3 heures pour aller près de ces îles. Et
C'était tout un périple, et moi, c'est vraiment des très beaux souvenirs, quoi. Oui, mais le Fort Boyard n'était pas celui d'aujourd'hui. Il était dans un état un petit peu lamentable. Il n'avait pas encore été repris par Jacques-Antoine et ses équipes. Il a été rénové, oui. Mais il a besoin aussi encore, parce que j'ai discuté avec la présidente de la Charente-Maritime, parce que le Fort Boyard, il appartient à la Charente-Maritime, au département, et là, ils vont faire des gros travaux, je crois, parce que il y a des fondations là qui commencent. C'est un fort qui est très ancien, bien sûr, donc je crois qu'ils vont faire des gros travaux, là. Oui, parce qu'en fait, Fort Boyard a été repris par Jacques-Antoine, qui a eu l'intelligence de faire les travaux, mais surtout de donner le lieu à la Charente-Maritime. Donc, ce qui fait des économies et ce qui permet de faire un jeu que personne n'imaginait. Magnifique. Je sais pas si vous avez... Il est repris dans plusieurs pays, d'ailleurs. 35 pays, dans tous les ans. J'ai participé. J'ai fait une émission. Et alors? Il y a quelques années. Ouais. Ah bah voilà, pareil, on avait passé une belle journée. J'ai le souvenir d'une épreuve au-dessus des tigres là, et j'en ai pas très large, même si on était quand même protégés, mais bon. Alors à l'époque, il y avait les huîtres, mais il y a aussi les vendanges à l'école communale. Voilà. Alors. Mon grand-père, mes grands-pères étaient à la fois, c'était les huîtres bien sûr, mais c'était aussi les vignes. Donc on avait quelques vignes, voilà. C'était pas un vin très très coté, mais il faisait surtout le Pinot des Charentes, ce qu'on appelle le Pinot des Charentes. Et chaque mois de septembre, c'est les vendanges. Et puis voilà, c'est pareil, c'est des beaux souvenirs, quoi. Et puis il y avait le football. Et le football, c'était déjà une tradition à Étaules, Dominique Rocheteau. Le football, ça a toujours été, oui, moi j'ai baigné dedans quand j'étais petit, je suis tombé dedans, je dirais, mes oncles, mon père, et c'était une équipe c'était une équipe, on peut le dire, d'ostriculteurs. Ils n'avaient pas besoin de s'entraîner parce que ça travaillait dur la semaine, donc ils n'avaient pas besoin de s'entraîner la semaine, donc ils jouaient le dimanche, et c'était une réputation, ils avaient une réputation quand même, c'était très difficile de venir jouer à Étaules. C'était un club qui était assez coté, dans la région c'était le meilleur club avec Royan. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu appris la géographie, parce qu'on parcourait un peu toutes les régions. On allait en Dordogne, on allait dans la Vienne, dans la Haute-Vienne, dans la Corrèze. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de voyages avec mon père et puis l'équipe. Et donc je regardais bien sûr les matchs. De temps en temps, je jouais au foot à côté quand même, et c'est comme ça que j'ai plongé dedans. Et vous voyagez, je crois, dans la ronde familiale. Oui, c'est ça. C'était la voiture la plus vendue en France à cette époque-là. D'accord. Et le mot Aronde signifie en ancien français hirondelle. En fait, c'est une Simca. C'est une Simca, c'est ça, parce que hirondelle était le symbole de la marque Simca, et c'est comme ça que c'est né. Alors, il se trouve aussi que le stade où vous jouiez à domicile, le stade champêtre, il a été construit l'année de votre naissance, Dominique Rocheteau. Oui, parce que j'ai regardé ça, parce que j'ai fait des recherches quand même, et j'ai vu une photo d'inauguration, et c'était en 55, donc c'est pour ça que j'en ai parlé dans le nom. Et la tête d'affiche de l'équipe, c'était quand même Kiki Rocheteau, votre père, Dominique Rocheteau. C'est-à-dire Kiki, c'était votre père. Et surnom, oui, son surnom. Voilà. C'était c'était un très bon joueur, voilà. Et je pense que après coup, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il aurait pu faire une carrière comme joueur professionnel. Sauf qu'il était ostriculteur, donc il fallait faire des choix à l'époque dans la vie, et puis donc voilà. Mais je pense qu'il aurait pu faire une belle carrière. C'était un spécialiste du dribble, je crois. Il driblait très bien et il jouait collectif. C'était un beau joueur, voilà, qui était très respecté dans la région, parce que c'est aussi son comportement sur le terrain, quoi. Jamais un acte répréhensible, jamais un carton, enfin voilà, quoi. Voilà. Et pas d'entraînement dans la semaine, parce qu'on n'avait pas le temps. Non, ils n'avaient pas le temps. Ils jouaient, ça travaillait dur, et donc mais bon, leur travail était suffisamment physique pour qu'ils soient bien, bien préparés le dimanche. Et votre premier terrain de football, Dominique Rocheteau, je crois que c'était le porche de la maison familiale. Ouais, c'est comme si, oui, voilà, c'est un petit village, donc il y a un tout petit stade, bien sûr, mais à côté de ça, nous on jouait soit dans les champs, soit dans la rue, quoi. Moi j'ai appris le football dans la rue, comme ça, et puis dans la cour de la maison, et avec des copains, mais tout seul aussi, parce que j'avais souvent un ballon dans les pieds.
Et puis, mais mon premier entraîneur, ça a quand même été mon père, quoi. C'est lui qui m'a appris plein de choses. C'est lui qui est, voilà, Et c'est lui qui vous a fait aimer le football aussi. C'est grâce. J'ai aimé le football en le regardant jouer, oui. Voilà. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que votre mère aussi a joué au football, Dominique Rocheteau. Ouais, famille de footballeurs et de footballeuses. Non, ma mère aimait le football parce que toute la famille était dans le foot. Et donc elle a eu envie de jouer, elle a eu l'idée de créer une équipe avec ses amis et je peux vous dire qu'en dans les années 60, quoi, il y avait pas beaucoup d'équipes féminines et donc ça devait pas être simple. Mais j'ai de vagues souvenirs de leurs matchs parce qu'elles ont fait quelques matchs, il n'y avait pas de championnat. Et même d'ailleurs, parfois elles jouaient contre des hommes, souvent des joueurs, des anciens, quoi. Mais malheureusement pour elles, c'était, comment dire, il y avait pas trop on sentait qu'il y avait pas trop de respect, quoi, par rapport aux femmes qui jouaient au foot, quoi. Oui, ça s'est arrangé depuis. Ça s'est bien arrangé depuis, heureusement. Heureusement. Il y a eu une autre date importante dans votre vie, c'est le 29 septembre 1972. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Dominique Rocheteau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dominique Rocheteau. Ce livre Foot sentimental paru au Cherche Midi, c'est un peu vos mémoires, mais c'est aussi votre vision du football. Vous racontez votre parcours qu'on évoque dans cette émission, avec des dates importantes, notamment le 29 septembre 1972. Ça vous dit quelque chose ? C'est votre premier match en Division 1 contre Nancy. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça. J'étais déjà à Saint-Étienne, oui. Voilà, avec un hymne, justement. Un hymne qui perdure, puisqu'on l'entend encore, on l'a entendu là récemment. J'étais pas au stade, mais à Geoffroy-Guichard ce week-end, où ils ont chanté, tout le stade a chanté cette chanson, donc 40 ans, même plus de 40 ans après. Quoi. Et ce qui est drôle, c'est que cette chanson, mon team l'a racontée, elle est née en 10 minutes dans un embouteillage, il ne savait pas quoi faire, et il a écrit cette chanson en pensant, il ne pensait pas que ce serait un hymne de ce genre. Alors, avant Saint-Étienne, ça a commencé déjà au lycée de Royan, la passion du football. Vous avez commencé à jouer au lycée. Oui, c'était un premier pas dans une équipe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, donc on jouait... maintenant, les enfants démarrent le foot à 5 ans, 6 ans. Nous, on démarrait à 10 ans, quoi. Donc, quand je suis arrivé au lycée, en 6e, à Royan, il y avait une équipe scolaire, et c'était mes premiers pas dans une équipe, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de belles choses, de beaux résultats. On a été champion départemental. Enfin bon, on a été jusqu'en finale régionale. Donc, et tous ces joueurs avec lesquels j'ai joué à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je les avais réunis justement pour mon jubilé en 89, où j'avais retrouvé tous ces joueurs et ça avait été hyper sympa. Il y a eu un concours, je crois, des jeunes footballeurs. Vous avez terminé 11e, Michel Platini 13e. Alors, il y avait le concours du plus jeune footballeur et le concours du jeune footballeur. C'était à l'époque, ça s'appelait comme ça. Après, ça a été le concours Adidas. Et on faisait les finales départementales, régionales, et les finales. Et le premier de chaque département allait à Colombes le jour de la finale de la Coupe de France pour faire les finales. Et donc j'ai assisté à 2 finales, puisque Rennes, il me semble, donc c'était mes premiers matchs professionnels. Parce que dans ma région, on n'avait pas, moi je bougeais pas trop, puis on voyait pas les matchs à la télévision. Il y avait pas de match. Donc ça a été vraiment mes premiers matchs à Colombes, les premiers matchs que j'ai pu voir. Voilà, c'était OM Bordeaux et Rennes-Lyon, je crois. C'est ça. Alors, ensuite, on vous a trouvé et on vous a emmené à Saint-Étienne. Comment c'est né ? On vous a repéré pour aller à Saint-Étienne ? Pierre Garonner, qui était le recruteur de l'époque, c'était un grand recruteur, puisqu'il a fait venir quand même toute l'équipe de Saint-Étienne, qui a réussi à aller en finale de la Coupe d'Europe. C'est lui qui a été chercher Jean-Michel Larquet, Osvaldo Piazza en Argentine, Kurkovic en Yougoslavie. Et donc je pense qu'il avait l'œil. Et il m'a remarqué lors d'un match
une sélection régionale entre le Centre-Ouest et le Lyonnais. Et de l'autre côté, il y avait Dominique Battenet. Oui. Et voilà, et donc... Et vous avez trouvé un club qui correspondait à vos valeurs, c'est-à-dire la solidarité, le travail, l'humilité. Oui. J'avais le choix entre Saint-Étienne et Nantes à l'époque. Nantes était beaucoup plus près, puisque j'habitais en Charente-Maritime, à Royan. Mais c'est Pierre Garronner qui a été plus, convaincant, plus influent. Et donc voilà, et j'ai pas regretté, parce que quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'ai tout de suite vu le club que c'était, un club vraiment avec des valeurs, un club quand même qui restait à la fois professionnel, à la fois qui était en avance peut-être sur les autres, sur beaucoup de plans, mais aussi très convivial, très à l'image des valeurs de la ville de Saint-Étienne, des valeurs aussi du travail, parce que c'était une ville de mineurs, donc c'était un travail très dur, et ce club était à cette image-là. Oui, et vous avez beaucoup travaillé, parce que vous dites vous-même dans votre livre que vous n'êtes pas un excellent joueur, mais que vous l'êtes devenu en travaillant énormément. De toute façon, c'est pas on ne devient pas, on réussit pas une carrière comme ça par hasard. Je pense que Zidane, qui a énormément de talent, a beaucoup travaillé aussi. Et ça, on le voit pas. Michel Platini, pareil, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais ça, c'est des choses qu'on voit pas, parce qu'on regarde que les matchs. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté à vos débuts, c'est Michel Hidalgo. Oui. Il a été votre second papa. Oui, c'est ce que je dis dans le livre, parce que je l'ai connu très tôt. Je l'ai connu à l'âge de 16 ans. Il a entraîné l'équipe de France junior. Il m'avait sélectionné. On avait été faire un tournoi à Duisbourg en Allemagne, qu'on avait remporté. Et là, j'avais fait pour moi une belle rencontre. Et puis, il m'a suivi pendant toute ma carrière en équipe de France, puisque après, il était... Pour ma première sélection, c'était Stéphane Kovacs, mais lui, il était aussi dans le staff, il était numéro 2. Et après, bien sûr, il était entraîneur de notre génération, en 82, 84, 86. Non, 86, pardon, c'était André Michel. Mais voilà. Et en plus, il est arrivé un moment dans votre vie où il y avait le football et les études. Et les deux étaient très difficiles à faire en même temps. C'était mes parents qui avaient exigé que... oui. Enfin, il m'avait laissé partir à Saint-Étienne, peut-être pour faire une carrière professionnelle, mais c'était pas évident, hein, parce que il y avait peu d'élus, hein. Donc, mais ils avaient exigé que je suive mes études, donc j'avais suivi mes études normalement, première, terminale, ce qui a fait que je m'entraînais pas forcément avec les professionnels à l'époque. Donc, mais d'un autre côté, j'ai eu une vie d'étudiant, j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale, quoi. Je veux dire, une adolescence et une jeunesse normale. Et quand vous êtes arrivé à Saint-Étienne, Dominique Rocheteau, vous avez croisé quelqu'un qui terminait sa carrière de footballeur, mais qui est devenu célèbre ensuite, qui est Aimé Jacquet. Ouais, Aimé Jacquet qui m'a... Bon, il y a eu Robert Herbin aussi, bien sûr, mais Aimé Jacquet qui m'a beaucoup marqué, parce que il était très proche des jeunes, et il était en fin de carrière, donc il jouait de temps en temps avec nous, il s'entraînait avec nous, et voilà, on l'écoutait et il nous donnait des conseils. Et son conseil, le principal qui m'avait marqué, c'était ça paraît très simple, hein, parce que c'était faire une bonne passe. Pour lui, c'était très important, et ça m'avait marqué. Voilà. Mais en même temps, vous n'imaginiez pas qu'il serait un jour l'entraîneur qui ferait gagner la Coupe du Monde à la France? Non, pas du tout, mais j'ai pas non plus été surpris, parce que il avait telle qualité et puis moi j'étais content, parce qu'il avait tellement été critiqué justement avant, en disant non, que c'était pas l'entraîneur qu'il fallait pour l'équipe de France. Donc il avait vraiment, c'était une revanche pour lui. Et je pense qu'il a beaucoup apporté à cette équipe de France, que c'est pas par hasard que l'équipe de France a gagné cette Coupe du Monde, par à la fois sa rigueur, son humilité, bien sûr, et puis son discours qui était à la fois très simple, mais très humain aussi, son côté humain aussi que j'aimais beaucoup. Alors, vous avez parlé de Robert Herbin, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui a compté, beaucoup plus discret dans son parcours, c'est Robert Philippe, qui était votre premier entraîneur aussi, et qui portait les ballons sur son dos avant et après chaque entraînement. Oui, parce que j'ai voulu rendre hommage à toutes ces personnes qui m'ont suivi, qui m'ont apporté beaucoup aussi. Et donc voilà. Et Robert Philippe était fait partie
je parle des hommes de l'ombre, donc voilà, qui n'étaient pas mis en avant parce que c'était l'entraîneur des jeunes. Et bien sûr que ça a été mon premier entraîneur à Saint-Étienne et quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et donc j'ai voulu parler de lui aussi également. Et Robert Herbin vous a impressionné lorsque vous l'avez rencontré pour les premières fois? Oui, Robbie, c'était on l'appelait le Sphinx, hein, donc c'est pas par hasard. Hein, donc il avait une image quand même assez de Sphinx, assez assez froid de l'extérieur, mais à la fois très très chaleureux, très convivial quand on le connaissait bien de l'intérieur. Donc moi j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, puis on parlait pas que de football, on parlait de musique, et donc j'ai appris à le connaître au fur et à mesure. Mais il s'était fait une carapace et voilà, c'était son image. Oui, mais le maillot de Saint-Étienne, c'était une référence à l'époque. C'était la référence. Oui. Moi, je savais quand je suis arrivé au club de Saint-Étienne, je savais où je mettais les pieds parce que mon père m'en avait parlé. Moi, on voyait pas beaucoup d'images à l'époque de matchs. Mais il y avait des grands joueurs qui étaient passés par Saint-Étienne, des grands entraîneurs, Jean Snella, Albert Batteux. Je parle beaucoup d'Albert Batteux aussi, parce que je l'ai peu connu, mais j'ai assisté à quelques conférences. C'était pour moi peut-être un des plus grands entraîneurs français de toute l'histoire. Et vous êtes devenu ailier droit? Oui, par contre ça c'était pas ce que j'ai préféré, mais bon, déjà j'étais content, j'avais 16 ans, je jouais dans l'équipe de 3e division avec des joueurs qui étaient déjà des professionnels, et j'étais content de jouer, donc ailier droit, parce que j'avais toute ma jeunesse, j'avais joué avant-centre. Moi, mon but, c'était justement de marquer des buts, et puis bon, ça s'est passé comme ça, et puis je me suis adapté, et finalement, je l'ai pas regretté. Voilà. Et il y a eu d'autres choses qui sont passées, et pas seulement dans le football. Une autre date importante dans votre vie, le 31 octobre 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Rocheteau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dominique Rocheteau. Ce livre Foot sentimental qu'on évoque tout au long de cette émission, On cherche midi, c'est votre parcours. Ce sont aussi vos sentiments sur le football, mais pas seulement, parce que le 31 octobre 1995, Dominique Rocheteau, est sorti un film dont voici la bande-annonce. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais qu'on vienne manger. La voix de Gérard Depardieu dans Le Garçu de Maurice Pialat, et qui tourne et du petit garçon de Maurice aussi, qui joue dans le film. Exactement. Et vous êtes dans ce film, on vous a un jour appelé, Dominique Rocheteau, pour tourner dans ce film. Ouais, c'est justement c'est des rencontres comme ça, voilà, moi j'ai toujours marché comme ça, au fil des rencontres, au feeling. Et puis, une rencontre avec Maurice Pialat, Gérard Depardieu aussi. Et comme ça, ils ont eu l'idée de me faire jouer dans leur film, parce qu'ils cherchaient un acteur, un deuxième rôle. Et j'ai dit, vraiment, jamais j'aurais pensé être acteur dans un film. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure. Et c'était vraiment une belle aventure. C'était le dernier film de Maurice Pialat. Alors, c'était aussi le fait que, je suis assez cinéphile, et j'aimais bien le cinéma de Maurice Pialat, Van Gogh, il y avait plein Police, Sous le soleil de Satan, moi, À nos amours, j'aimais beaucoup Pialat. Donc, pour moi, c'était une aubaine, quoi. Et puis, ça s'est pas si mal passé que ça. Autant j'appréhendais avant, et autant pendant, Maurice m'avait mis vraiment à l'aise, sa façon de filmer, voilà, quoi. C'est lui qui avait pensé à vous, parce que faut quand même y penser à engager Dominique Rocheteau pour un film. C'était lui. Il a toujours été étonnant, il s'est amusé à brouiller les pistes, notamment, il parlait pas beaucoup de son enfance, et sa formation de peintre, il cachait les tableaux, ou ses inimitiés, il n'en parlait jamais. C'était un personnage étonnant de Maurice Pialat. Oui, mais ça, j'ai pas cette connaissance-là, mais par contre, de toute façon, pour moi, un de ses plus beaux films, c'est quand même Van Gogh, hein, donc, parce que je sais pas, moi j'aime beaucoup aussi le Van Gogh, mais c'est un des films que je préfère. Voilà. Alors, à l'époque, vous êtes une star du football encore, et il y a une date qui vous a marqué, c'est le 12 mai 76, quand Saint-Étienne a échoué en finale de la Coupe des clubs champions face au Bayern de Munich. C'est un soir à la fois magnifique et dramatique. Moi, j'ai eu un sentiment de frustration, parce que j'étais blessé, et je suis rentré dans les dernières minutes. Mais j'avais 20 ans, donc à l'époque je me disais, de toute façon on est en finale Coupe d'Europe,
Mais j'en jouerai certainement d'autres, quoi. Et finalement, j'en ai joué qu'une. Et puis, ce sentiment aussi, quand même, alors, on avait perdu, bien sûr, une grosse déception à la fin du match. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé après autour de l'équipe, autour du club, on a descendu les Champs-Élysées le lendemain. Enfin bon, une équipe qui perd, quoi, mais qui est rentrée quand même dans le cœur des Français, de tous les Français. Donc c'était aussi fabuleux, quoi. Moi, je me souviens d'Emmanuelle Béard, qui était jeune comédienne. Elle m'avait raconté, elle avait tout acheté, les maillots, les t-shirts. Je l'ai rencontré aussi. Voilà, et elle était fan. Elle ne manquait pas un de vos matchs. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Alors c'est vrai que donc le match est perdu, bêtement. En plus, on va dire que vous auriez mérité de gagner. Oh, vous savez ça, on peut aller après coup, on peut toujours dire, c'est comme on a perdu à cause de l'arbitre, on a perdu. Moi, je reste pas sur ça, quoi, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais il y a des très belles équipes, des très grandes équipes qui ont perdu, mais qui sont restés dans le cœur des gens. Je pense aux Pays-Bas, les Hollandais de Johan Cruyff en Coupe du Monde 74. Je pense au Brésil qu'on a battu en 86, qui avait une des meilleures équipes du Brésil, mais qui n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il y a des grandes équipes comme ça, mais qui sont passées à côté. Donc, le lendemain, à votre surprise générale, d'ailleurs, de l'équipe, vous descendez les Champs-Élysées et vous vous retrouvez à l'Élysée devant Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est presque... il vous reçoit, mais il ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Je crois, parce que nous on est en retard en fait, parce qu'il y avait tellement de monde sur les Champs-Élysées que on a pris du retard. Donc on arrive aux Champs-Élysées avec nos petites voitures vertes là. Oui. Et d'ailleurs c'est ce que je raconte aussi, on croise Jacques Chirac qui arrive, il est Premier ministre à l'époque. Et il sait pas du tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe sur les Champs-Élysées? Enfin bon, voilà, c'était assez marrant. Et Giscard, je crois qu'il avait un déjeuner et il nous attendait. Bon, il a fait un discours bien sûr sympa, mais j'ai vu que c'est pas un grand passionné de foot, quoi. Mais voilà, quoi. Ouais, j'ai vu des images d'un match qu'il a fait avec l'équipe de Chamalières contre les commerçants de la ville en 74 parce qu'il était candidat au présidentiel. Bah oui. Ça s'arrêtait là. Bien sûr, ça. Mitterrand non plus connaissait rien au football, mais il était charentais comme vous, donc ça rapprochait. Voilà. Mitterrand, oui, j'ai croisé plusieurs fois. Alors, et puis à chaque fois, c'est les remarques qu'il m'a fait. Ah, Dominique Rocheteau, vous êtes charentais. Et moi, à chaque fois, je lui disais, oui, mais pas vraiment charentais comme vous. Moi, je suis Charente-Maritime, moi. Voilà, enfin, c'était la petite anecdote. Et puis, voilà, il m'a invité aussi à un déjeuner à l'Élysée. Un déjeuner avec quelques personnalités. Il faisait des déjeuners comme ça, où on rencontrait des personnes de tout... De plusieurs des architectes, et c'était assez sympa. Voilà. Alors, en même temps, vous avez suivi sa campagne, vous avez même été pour un meeting de campagne. Oui. Il y avait Renaud, il y avait beaucoup d'autres gens. Piccoli, Jérôme Savary. Oui, bien sûr. Et ouais, bon, de toute façon, moi, j'avais fait le choix de Mitterrand, et quand ils m'ont demandé de participer au meeting, j'ai dit oui, pourquoi pas, voilà. Et puis il y a quelque chose que vous n'avez jamais manqué dans votre carrière, et vous l'expliquez longuement dans ce livre Foot sentimental, Dominique Rocheteau, c'est la Coupe du Monde. Depuis 62, vous la suivez systématiquement. Oui, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'était un événement qui m'a fait découvrir vraiment le football de haut niveau. Et donc 62, j'avais 7 ans. Alors voilà, donc on n'avait pas les matchs à la télévision, mais j'avais vu cette finale parce que je me rappelle qu'il était en différé. On l'avait regardé avec mon père. Et puis par la suite, bien sûr, toutes les grandes coupes du monde. Pour moi, c'était une belle histoire. Et puis quelques années plus tard, j'avais cette possibilité justement parce que moi, mon grand souvenir, c'était en 70 avec le Brésil de Pelé, qui était une très grande équipe et qui m'avait fait rêver. Et donc quelques années plus tard, je jouais sur le même stade à Guadalajara en Coupe du Monde au Mexique contre le Brésil justement. Et ça a été quand même c'est particulier, quoi. Voilà. Il se trouve que Pelé en 70, c'était la première Coupe du Monde en couleur. Vous l'avez vu en 62. Alors en fait en 62, la France a été éliminée en 61 par un tir de barrage contre la Bulgarie. Non, vous savez plus que moi. Et le Brésil a battu la Tchécoslovaquie alors que la Tchécoslovaquie avait marqué le premier but en finale. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Thierry Roland
Roland avait fait Pelé était blessé. Pelé était blessé et Thierry Roland commentait en différé, donc il n'y avait pas de suspense puisqu'ils annonçaient tiens, vous allez voir dans quelques instants le Oui, but. mais j'ai le souvenir qu'on écoutait aussi les matchs à la radio à l'époque aussi. Voilà. Et vous l'aviez vu au Café des Sports. Café des Sports des Tôles, voilà. Et pourquoi il n'y avait pas avec tous les supporters, enfin avec toute l'équipe des Tôles, quoi. Voilà. Et en même temps, on n'avait pas télé. C'est comme quand il y a eu le mariage, le couronnement de la reine d'Angleterre, la France entière l'a suivi dans les magasins parce qu'il n'y avait pas de télévision en France à l'époque. Alors, votre première Coupe du Monde, ça s'est quand même passé avec un voyage en Concorde. Oui, Coupe du Monde en Argentine. En 78. Oui. On a la chance de voyager en Concorde. On fait Paris-Dakar. On atterrit à Dakar. Alors c'était fabuleux parce que on nous attendait à Dakar, on avait fait une petite escale et il y avait tous les supporters de l'équipe de France, tous les supporters sénégalais qui étaient là et ça avait été vraiment sympa. Après on s'était arrêté au Brésil. Et puis on avait fait donc 3 escales, Brésil et Rio de Janeiro et Buenos Aires. Voilà. Et il y a un souvenir de cette Coupe du Monde très particulier à la télévision. C'est un commentaire de Thierry Roland qui dit « Monsieur Foot, vous êtes un salaud ». Écoutez. Ah, c'est incroyable qu'il accorde le pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Faut quand même, ça passerait pas aujourd'hui. Non, ça passerait pas. Ça passerait pas. Vous vous souvenez de ce... C'est l'époque. Thierry, je le connais bien. C'était. En plus, il nous a commenté beaucoup de matchs, président du Variété dans le club dans lequel j'ai joué longtemps. Oui. Et c'était un passionné, quoi. C'était comme Robert Chapat dans le cyclisme. C'était des grands noms du sport. Roger Coudert. On disait que c'était le 16e homme, quoi. Oui. C'était dans le rugby. Mais les arbitres... Mais bon, Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Je pense qu'il aurait pu éviter de dire ça. Voilà, mais enfin, c'est passé à l'époque. Ouais. Il faut savoir que l'arbitrage aussi, et vous en parlez dans votre livre, n'est pas toujours objectif. C'est toujours un problème, l'arbitrage, Dominique Rocheteau. À l'arbitrage ? Oui. Ah non, moi personnellement, j'ai toujours eu le respect des arbitres parce que je trouve que arbitrer c'est vraiment très 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 compliqué, très difficile. Mais c'est encore plus compliqué dans les matchs dans le milieu du football professionnel déjà les arbitres mais les arbitres sont quand même protégés, je dirais protégés. Mais dans les matchs, dans le football amateur parfois, et c'est pour ça que c'est compliqué maintenant de trouver des arbitres parce que parfois les arbitres jouent pas leur vie, mais ça peut être dangereux pour eux, quoi. Exactement. Dans cette Coupe du Monde à laquelle vous avez participé, il y a un joueur qui n'est pas venu parce qu'il était stressé, il craignait d'être enlevé. Il y avait une tentative d'enlèvement en Espagne, et c'est une de vos idoles, Johan Cruyff. Il n'est pas venu jouer cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, c'est ce qu'on. Oui, bien sûr. C'est ce que les médias avaient dit. Je ne sais pas si c'était vraiment la vérité. Je ne sais pas parce que je pense que Johan, que je connais un peu, mais il était en fin de carrière, donc bon. Toujours est-il on avait dit qu'il avait boycotté cette Coupe du Monde. Bon, donc nous, à mon époque, moi j'étais assez sensibilisé par ce qui se passait en Argentine. Et on avait reçu beaucoup de courriers pour boycotter justement cette Coupe du Monde. Mais bon, pour moi, il n'était pas question de boycotter une Coupe du Monde, même si c'était en Argentine. Il n'était pas question de cautionner la junte militaire. Mais il y avait tout le peuple argentin qui l'attendait, cette Coupe du Monde. Et donc, on voulait quand même aller, avec les joueurs, aller en Argentine, mais aussi dire ce qui se passait. Et c'est vrai que ça avait été un peu... On était passé à côté parce qu'on s'est fait éliminer rapidement. Et il y a que les Hollandais qui ont... D'ailleurs, on a eu un rendez-vous avec Bernard-Henri Lévy à l'ambassade de France, qui avait voulu nous mobiliser. Ouais. Et mais même les médias français n'étaient pas très virulent par rapport à ce qui se passait là-bas. Et toujours est-il que il y avait que les Hollandais qui ont fait la finale, justement, qui ont joué la finale, qui avaient refusé de serrer la main à Videla, donc qui avait fait un geste de réprobation, quoi. Mais Cruyff, c'est vraiment votre idole, c'est-à-dire que vous l'avez vu un jour en 69 avec Ajax Amsterdam, vous avez dit mais quel grand joueur. C'était j'ai pas eu beaucoup d'idoles, j'en ai eu plus dans la musique, mais pour moi Cruyff c'était le plus beau joueur. Je sais pas, c'était
C'était aussi mon style de jeu que j'aimais bien, et j'ai découvert avec cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. C'était il y avait le côté un peu rockstar aussi. Moi, j'aimais bien la musique. Puis c'était une équipe on a parlé du football total, qui pratiquait un jeu fabuleux, quoi. Voilà. Et Cruyff, il est cité dans ce livre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 19 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Dominique Rocheteau. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dominique Rocheteau. Nous avons évoqué votre parcours que vous racontez dans ce livre qui est sorti le 19 octobre 2023, Foot sentimental. Le titre est un clin d'œil, bien sûr, à une chanson. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Cette chanson, pour votre culture personnelle de Dominique Rocheteau, c'est une chanson de 93. Et Alain Souchon en a eu l'idée à Noël, lorsqu'il a vu la débauche de dépenses et de consommation à cette période de l'année. Donc il a voulu dénoncer l'hyperconsommation. Voilà. D'accord. Et vous, mais moi j'aimais bien Souchon et Woolsey, j'aime bien les deux, quand ils chantent ensemble. Bah, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Donc il y a un clin d'œil avec Foot sentimental et ce titre. Oui, on cherchait un titre avec la maison d'édition et bon, j'ai la paternité du titre parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Je voulais un titre par rapport à ça, parce que je parle de musique aussi dans mon livre, parce que c'est une de mes passions, et je voulais un titre un peu musical justement. Et ça m'est venu tout naturellement à la fin du bouquin, parce que c'était ce dont je parle dans le bouquin. Il y a ce côté-là, ce côté justement un peu romantique, sentimental, et puis un peu le côté aussi, un peu aussi soif d'idéal, parce que pour moi j'ai toujours un petit côté de recherche d'un certain idéal. Voilà. En même temps, la musique, c'est vrai que vous avez assisté à des tas de concerts, tout à fait incognito. D'ailleurs, personne ne vous a jamais reconnu ou vous a embêté. C'est ça que j'ai apprécié. Est-ce que je pourrais le faire maintenant? Pas sûr. Et c'est vrai que on était il y avait quand même un côté médiatique. Quand tu jouais des Coupes du Monde, il y avait beaucoup de gens qui te regardaient. Mais moi, j'ai eu l'impression de vivre normalement ma vie, normalement ma jeunesse. Dès que je pouvais aller voir, j'étais passionné de musique. Quand j'étais à Saint-Étienne, dès que je pouvais aller voir un concert, un groupe que j'aimais bien, je montais à Paris, ou alors l'été, je partais carrément en Californie et je me faisais un programme avec des amis pour aller voir des concerts. Je ne sais pas si je pourrais le faire maintenant, pas sûr. En tout cas, dans ce livre, vous évoquez votre parcours, mais aussi votre vision du football, et vous dites que pour vous, et c'est rare aujourd'hui, l'argent n'a jamais eu la moindre importance, Dominique Rocheteau. Pas la moindre importance, parce que mais c'est une question d'éducation. Voilà, moi, c'était pas la priorité. Mes parents ne parlaient jamais d'argent. Donc, c'est l'anecdote dont je parle dans le livre, c'est quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je suis arrivé dans un club, mais professionnel, bien sûr. Mais je savais même pas que j'allais être payé. Donc voilà. Et un de mes premiers articles, quand j'étais interviewé par un journaliste, je lui ai dit, moi de toute façon, je joue au foot, mais parce que je savais que les joueurs étaient payés, mais je pourrais jouer sans être payé. Et donc ça avait été pas très très bien vu dans le milieu du professionnalisme. On peut difficilement imaginer ça aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup depuis. L'argent est devenu presque un moteur de tout. C'est plus que le moteur, ça a changé beaucoup, c'est même démentiel. Démentiel, pourquoi pas? Parce que maintenant, c'est la, comment dire, c'est plus moi, que les joueurs gagnent beaucoup d'argent, je dirais, profitent de la situation. Mais c'est plus le système qui fait que voilà, les droits télé qui explosent. Donc énormément d'argent, l'argent aussi dans le milieu des agents. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui font que l'image du foot est quand même un peu écornée par rapport à ça, parce que les gens, quand les gens qui ont des difficultés, quand ils voient toutes ces sommes d'argent qui étalées partout, je pense que c'est pas une très bonne image. Alors qu'il y ait beaucoup d'argent, il n'y a pas que dans le football qu'il y a beaucoup d'argent de toute façon, mais dans plein de sports. Mais
quand même, il faut faire attention. Et puis, je pense qu'il faut aussi un peu plus de moralité, un peu plus et pas toujours. C'est pas toujours l'appât du gain, quoi. C'est pas toujours. Il faut pas que ce soit toujours l'appât du gain. Toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. La FIFA, par exemple. Moi, je parle d'elle parce que c'est les instances qui sont toujours. On dirait que c'est toujours. Il faut toujours gagner. Il faut toujours avoir toujours plus. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne chose. Oui, d'autant plus que vous-même, vous avez été agent, mais c'était pas forcément pour prendre le pourcentage, c'était pour aider les footballeurs, Dominique Rocheteau. Oui, bien sûr. C'était parce que j'avais le sentiment qu'à la fin de ma carrière, que si j'avais eu des conseils, que ce soit un avocat ou chose que j'ai pas forcément eu, ça serait peut-être mieux passé. Et donc j'avais eu cette idée de créer une équipe de conseil pour les joueurs. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans. J'ai suivi des joueurs comme Ginola, par exemple, qui a fait une belle carrière, enfin plusieurs joueurs. Mais je me suis très vite arrêté parce que franchement, c'était pas un milieu que j'appréciais vraiment. Alors, vous qui êtes un adepte de la non-violence, qui était passionné par Martin Luther King ou Nelson Mandela, Dominique Rocheteau, quand vous voyez la violence... Gandhi aussi, enfin bon. Oui. Quand on voit la violence sur les stades aujourd'hui, ça vous inquiète plutôt? Oui, mais il y avait de la violence aussi à mon époque. J'en parle sur certains matchs. Oui. Le hooliganisme, il existait. Mais ça a toujours été des franges de supporters, des minorités, mais qui ont fait beaucoup de mal toujours parce que le football était à l'image de la société, quoi. Le football, qui est un sport populaire, a toujours été à l'image de la société. Et donc ça, faut le condamner, faut le combattre. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé récemment, là, où des gens qui caillassent un bus, mais nous, ça nous est arrivé aussi il y a quelques années avec Saint-Étienne. Donc, mais ça, c'est pas normal, quoi. C'est plus le sport, c'est plus le football. Et ça, faut vraiment être sévère sur ça. Voilà. Et il faut d'autres sensations. Je crois que les plus belles sensations de votre carrière, je crois que c'est un match de Coupe du Monde de 1982. Avec un tir au but qui s'est terminé tragiquement pour la France. À Séville. Oui, à Séville contre l'Allemagne. Oui. C'était un match... ça dépasse le football, quoi. Ça dépasse. On est passé par tous les états, même les supporters, hein, parce que quand tu mènes 3-1 à quelques minutes de la fin d'une demi-finale de Coupe du Monde, je pense qu'on aurait dû se qualifier. Maintenant, avec les si, mais de 3-1, on est passé à 3-3, et puis après on a perdu au pénalty. Donc passer par tous les sentiments d'euphorie, de déception, voilà, et mais ça a été quand même, ça reste un grand match qui a marqué l'histoire du football. Et la première séance de tir au but, ça remonte à 70. C'est entre Hull City et Manchester United pendant la Watney Cup en anglais. Et c'est un certain George Best qui a marqué le premier but d'un tir au but de l'histoire. Voilà. Ouais, une de mes idoles aussi. Voilà. Alors, vous évoquez dans ce livre aussi d'autres sports qui vous passionnent, à commencer par le Tour de France. Ouais. Car votre père vous a donné vous a inculqué la joie du Tour de France. Oui, parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le sport, qui aimait le sport pour le sport, quoi. Et il m'a emmené dans les Pyrénées. On n'était pas très loin des Pyrénées, donc chaque été, on allait voir le Tour de France dans les Pyrénées. On passait des journées magnifiques. Et je raconte tout ça, et ça m'a marqué. Et depuis, je suis passionné de vélo, passionné de cyclisme. Mais maintenant, c'est le seul sport que je pratique, le vélo. Vous avez vu Hank Till passer, Poulidor passer, Tom Simpson passer, Bahamontes aussi. Bahamontes, oui, bien sûr, ça c'était toute une époque. Mais et puis je parle d'un ami de mon père qui a fait le Tour de France, qui est Pierrot Boeffeuille, qui est toujours, je croise de temps en temps, qui a plus. Je crois qu'il doit avoir, 85 ans, mais il continue à être sur le vélo. Et on l'a vu dans le Tour de France, au col d'Aspin. Voilà, vous étiez au col d'Aspin, vous voyez passer les champions, et tout d'un coup, votre père, ce champion fait « Oh, Kiki !» Voilà, c'est ça. Parce que mon Kiki était connu dans le coin. Voilà. Et donc, il l'a salué, quoi. Et ce Pierrot Boeffeuille que vous connaissez bien, qui a gagné une étape mythique. Et puis Pierrot Boeffeuille qui a fait le Tour de France à l'époque, il a fait 4-5 Tours de France, il a gagné l'étape mythique de la fameuse étape à Colombey-les-Églises quand
quand le Tour de France s'est arrêté pour le général de Gaulle. Donc il a gagné cette étape-là. Donc Il s'est échappé. Il s'est échappé après. Mais il n'a pas triché, hein. Il s'est échappé après. Mais il a gagné cette étape mythique, quoi. Ouais, cette étape, en plus, personne ne savait. Et il est devenu ostréiculteur après. Exactement. Mais il faut savoir, pour la petite histoire, qu'en fait, le général de Gaulle était venu de son propre chef, n'avait prévenu personne. Ouais, et c'est une complètement. demi-heure avant, Jacques Godet et Félix Lévitan qui apprennent par la radio du Tour Exact. que de Gaulle est sur le parcours. C'est ça. Donc on c'est a ça. improvisé un arrêt. Voilà, c'est ça. Ça a été surréaliste. Ouais. Et juste après, Pierre Aubefeuille s'est échappé, il a fait une longue échappée, il a gagné. Et puis il y a l'athlétisme aussi qui est cher à votre cœur. Oui, pour moi c'est le sport le plus pur, je dirais c'est le sport olympique d'ailleurs par excellence. Hein. Moi j'adore, quand je regarde les Jeux Olympiques, pour moi c'est l'athlétisme. Et il y a plein d'autres sports bien sûr. Et puis j'ai touché à l'athlétisme et pour moi ça a été un sport c'est la base quoi du sport. Et j'ai eu l'occasion, je raconte aussi dans le livre, d'avoir comme entraîneuse, mais Colette Besson, qui était dans ma région et qui nous a entraînés, une fois par semaine. Elle devait avoir à l'époque 18-19 ans et quelques années plus tard, elle devenait championne olympique à Mexico. Voilà. Elle a disparu malheureusement prématurément et aujourd'hui une vingtaine de stades portent son nom et la ville de La Rochelle a fait réaliser une sculpture en son hommage à Saint-Palais-sur-Mer et un carrelet porte son nom. Ah oui, c'est une grande dame du sport et de la Charente-Maritime. Alors aujourd'hui, vous êtes tranquillement installé en Charente-Maritime, mais l'été, vous organisez des stages d'été foot pour tous. Qu'est-ce que c'est ? Et là, je me fais vraiment plaisir parce que voilà, c'est ce que je fais aussi dans le livre. Pour moi, c'est la transmission de tout ce que j'ai vécu, de ce que je peux apporter aux jeunes, aux enfants. Et là, j'ai axé sur tous ces stages sur l'aspect pas du tout sélectif. C'est-à-dire qu'on accueille tous les enfants, tous les garçons, toutes les filles qui ont envie de jouer au football. Et là, c'est des stages où on fait beaucoup de social. Avec, ils ont 7, 8 ans, 10 ans. Et de 7 à 17 ans. Voilà. Et ils font du football. Et ils ont la chance on est à 5 minutes de la plage. Donc on utilise la plage, bien sûr, le beach foot. Et donc ça, c'est le côté sympa aussi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un jour un élève prestigieux qui était le fils de Claude Chirac et de Thierry Rey. Oui, bien sûr. Ça a été plus compliqué à gérer. Oui, c'était plus compliqué à gérer parce que à l'époque, Jacques Chirac était président de la République, hein, donc le petit, il est venu avec bien sûr avec des cartes du corps, donc c'était pas facile à gérer. Et puis nous, on voulait que ça soit, enfin nous et les parents aussi voulaient que ça reste secret. Mais malheureusement, ça a été dévoilé et puis donc la ville de Royan a voulu faire quelque chose. Enfin bon, voilà quoi. Donc ça va être un peu la pagaille. Mais Jacques Chirac, en plus, a pris ça très, très simplement, parce que lui, vous l'avez vu plusieurs fois, il était très drôle dans les vestiaires. Ah bah oui. C'était un supporter du PSG, de sa ville, quoi, Paris. Il était maire de Paris à l'époque, quand on a gagné la Coupe de France, et donc il venait dans nos vestiaires, et quand on a gagné la Coupe de France, quand on a gagné des grands matchs, il venait chanter avec nous dans le vestiaire. Vous avez un regret quand même, Dominique Rocheteau, c'est que les petits clubs, comme les bénévoles, sont en voie de disparition. Ben oui, c'est pour ça. C'est ce que j'alerte dans ce livre, parce que il faut pas oublier qu'il y a pas loin de 5000 clubs qui ont disparu, 5000 clubs amateurs. C'est fou, comment ça se fait ? Des petits clubs, petits villages, parce que maintenant il y a à la fois avant c'était, mais bon. C'est comme ça, c'est l'évolution. C'est pas forcément une critique, mais quand même, parce qu'avant, dans chaque village, il y avait le club de foot. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a beaucoup plus aussi de sport, de possibilités, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut pas oublier ce football-là, ce football amateur, qui est quand même la base. Et même si on a une bonne formation en France au niveau de la formation des jeunes professionnels. Peut-être la meilleure du monde, mais au niveau du football amateur, il faut aider les clubs. Quand des clubs s'arrêtent, il y a toujours un aspect financier,
Et puis, il y a l'aspect bénévole qui fait qu'on a de moins en moins de gens maintenant qui s'investissent dans les clubs. Voilà. Tout ça, vous le racontez avec beaucoup d'émotion et de précision dans ce livre Foot sentimental au Cherche Midi, que je recommande à celles et ceux qui aiment le football, puis à celles et ceux qui s'intéressent à votre parcours, et il y en a beaucoup. Et merci de l'avoir écrit, parce que c'est une bonne leçon de vrai football, Dominique. C'est gentil, merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.